workflow de numérique, c'est quoi? Il y a 3 étapes. Tout le monde vous dira, il y a 3 étapes. Il y a l'acquisition des données. On va en parler aujourd'hui sur 2 parties. Il y a la conception, c'est ce qu'on va faire avec ces données. Et la fabrication, c'est la fabrication de ce qu'on a conçu, que ce soit guides chirurgicaux, prothèses, onlay, etc. Dans l'acquisition, il y a l'empreinte 3D, l'empreinte numérique. C'est vraiment la porte d'entrée de ce monde numérique. Donc, c'est l'empreinte optique avec différentes caméras. On en a parlé dans le précédent webinaire. On avait parlé d'empreinte optique. Et vous pouvez regarder le webinaire en replay. Mélilia pourra nous donner plus de détails là-dessus. Ça nous permet d'obtenir l'empreinte optique, que ce soit d'empreinte sur un plan, dans naturel, pour faire de l'amovible, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, on l'a déjà montré. Ensuite, dans l'acquisition, on a les radios. Aujourd'hui, c'est le cone beam qui est vraiment indispensable, je pense, en cabinet pour nous permettre d'avoir des images en 3D. Et voilà. Aujourd'hui, on va parler de photos, enfin, on va parler de face scan, parce que dans l'acquisition, il y a aussi les photos, mais on ne va pas en parler parce que tout le monde connaît les photos. Mais on va parler du face scan qui nous permet d'avoir le visage en 3 dimensions et surtout d'intégrer l'empreinte optique à ce visage. Marc va nous parler de l'acquisition de la dynamique. On va parler aujourd'hui du système Mojo, qui est le système le plus connu, qui permet d'enregistrer les mouvements. Et Marc, qui est un grand utilisateur, va nous parler de ça tout à l'heure. Donc voilà, je vais commencer par le scan facial. Et simplement, je vais vous montrer comment ça se passe aujourd'hui quand je reçois un patient. Donc, j'ai pris l'empreinte optique avec ma caméra, que vous voyez derrière, ou une autre caméra. Et ensuite, je fais passer le patient comme ça. Voilà, donc cet homme qui m'a servi de cobaye comme d'habitude, mon fils, qui est aussi praticien avec moi au cabinet. Vous voyez, on place le patient devant cette petite machine qui ressemble à un petit robot, Wally. Et c'est très facile, vraiment, ça prend quelques secondes. On place le patient devant. Il faut aligner avec quelques repères buccaux qu'on voit sur les écrans. Il y a 6 caméras qui vont prendre une photo chacune et on pourra ensuite reformer une image 3D à partir de ça. Une fois qu'on a pris cette acquisition donc avec le Reface, on va pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire que on a notre visage en 3D sur l'ordinateur. Et là, ce qui est intéressant, le visage en 3D, vous allez me dire, ça sert à rien de l'avoir, mais ce qui est intéressant, c'est de charger le fichier de l'empreinte optique. Alors, l'empreinte optique, vous l'avez téléchargée sur votre ordinateur depuis votre caméra. Et vous voyez qu'on la charge à partir du logiciel du Reface. Le Reface, c'est la marque de cette machine. On met les scans et vous allez voir que quand on fait Next, il va y avoir un alignement automatique du visage et du STL de l'empreinte optique. Ça, c'est assez bluffant, c'est assez magique. Au début, ça, je voulais pas y croire, mais en fait, ça marche quasiment 9 fois sur 10, cet alignement automatique. Ensuite, vous pouvez aussi régler des plans. Il y en a autant que vous voulez. Et après, vous pouvez faire votre ligne de découpe du sourire. Comme ça, vous pourrez voir votre STL de l'empreinte optique aligné sur le visage sans être gêné par l'image du scan facial au niveau des dents. L'image qui n'est pas très nette du tout, mais c'est pas grave puisque nous, on va avoir l'image du STL. Si jamais l'alignement ne se fait pas bien automatiquement, vous pouvez évidemment le faire manuellement et là, ça marche tout le temps très bien. Donc là, vous voyez que j'ai maintenant à l'intérieur du visage, eh ben, j'ai l'empreinte optique. Et là, vous avez votre patient virtuel qui est là. Et vous pouvez jouer par transparence là-dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une fonction pour exporter ce visage et ces STL dans le même alignement. Parce que tout ça, ça sert à qui? Ça va servir au designer, au prothésiste, à faire ce qu'il veut avec les fichiers. C'est comme si vous lui envoyez le patient au laboratoire. Voilà, vous pouvez exporter tout ça et vous allez retrouver
un dossier avec le visage et les STL alignés qu'on pourra utiliser. Voilà, par exemple, dans un logiciel Exocad, ça c'est un cas d'une patiente où on a dû faire un bridge antérieur. Vous voyez le boulot du designer. Il va faire, Francesco, si tu m'entends, tu peux même nous dire Ah oui. ce que ça vous Mais apporte. du coup, en fait, comme tu disais, on exporte les données, on les intègre sur notre logiciel de conception. Il peut être intégré dans n'importe quel logiciel, que ce soit Exocad ou 3Shape, donc il est compatible. Et puis, grâce au plan que Olivier il nous a montré tout à l'heure, on arrive au plan et au visage à réaliser voilà, un bridge dans les proportions du visage. Donc, on peut, grâce au visage aussi, choisir l'anatomie correspondante au patient. Chose qu'avant, on n'avait pas. On recevait juste des empreintes comme ça, sans photo sans scan spatial. Et du coup, on devait utiliser les anatomies qu'on a sur le logiciel. Là, du coup, on peut vraiment personnaliser le design. Vous Ouais, je pense que ça a dû vous voyez, là, changer ici, beaucoup. Déjà, les photos, ça a dû vous changer beaucoup, mais là, en 3D, là, vous voyez, le design précédent, il avait été réalisé un peu avec des dents carrées, rectangulaires, un peu trop marquées. Et là, grâce au visage, on se rend compte que cette femme, elle avait besoin de dents légèrement plus harmonieux, plus arrondis, voilà, ce que ça donne un effet très naturel. Là, ici, c'est un essayage. Il n'y a pas la faux gencive encore maquillée. Et ça ouais, rend déjà bien. ça, c'est un essayage, oui. Donc, après le design, donc vous voyez que sur le logiciel, on va voir quelque chose et on va l'avoir en réalité parce que ce qu'on a sur l'ordinateur, on va l'avoir vraiment en bouche. Mm. Donc là, vous voyez la maquette. Et vous allez voir sur cette photo à gauche, c'est ce qu'on avait sur l'ordinateur, le viewer. Et à droite, la maquette imprimée réelle en bouche. Donc, il y a vraiment plus de surprises aujourd'hui avec les outils. Euh, pour la communication, c'est un vrai outil de communication entre les praticiens et leur laboratoire ou le designer. Et aujourd'hui, bon, Francesco, toi qui t'occupes de la plateforme, on reçoit beaucoup de photos. Je ne sais pas Beaucoup si de tu reçois photos, oui. beaucoup de scans faciaux encore. On reçoit pas mal de scans faciaux aussi, d'autres marques, pas forcément de Reface, mais ça commence à être utilisé de plus en plus. Mm. Mais c'est vrai que D'accord. la majorité pour l'instant, c'est les photos. Après, peut-être que je peux intervenir, Bien sûr, Olivier? parce que c'est toi qui enchaînes en plus. En tout cas, moi j'utilise le Reface aussi. J'ai utilisé le FaceScan avec l'application Belus. Mais je pense que c'est important de conserver les photos 2D, des belles photos de portrait, mais c'est pas facile parfois à réaliser des belles photos de portrait au cabinet. Il faut avoir une bonne lumière, il faut que le patient soit bien centré au niveau de la photographie. Donc, je pense que l'association de la photo 2D avec le FaceScan, c'est primordial pour que le prothésiste puisse avoir des lignes de référence. Parce que lorsqu'on réalise des empreintes optiques et qu'on va transférer au prothésiste, si on lui transfère aucune donnée esthétique, que ça soit photo ou photo 3D, bah, le prothésiste va avoir du mal à se donner des repères pour connaître Regardez le les plans. centre du visage et le plan. Là, le gros avantage du FaceScan, c'est qu'on va pouvoir justement tourner le visage du patient, déterminer des points virtuels, déterminer ses plans. Un des avantages, je trouve, qu'on a avec le système Reface, c'est que comme le face scan, il va être réalisé en moins d'une seconde, on a très peu de déformation. Il y a énormément de systèmes de face scan qui existent aujourd'hui, que ce soit des applications sur des tablettes ou sur des appareils mobiles ou des caméras extraorales spécifiques qui vont permettre de scanner le visage. Le gros problème qu'on a avec ces systèmes, c'est qu'on a un temps d'acquisition qui est long. Et on le voyait avec le Bellus, c'est que lorsque le patient tournait la tête pour faire l'acquisition devant l'iPhone, on avait beaucoup de déformations sur les côtés. Et Ouais. donc, du coup, on ne pouvait pas forcément exploiter de façon optimale le face scan. Et on était toujours obligé de le confronter à la photographie parce qu'on pouvait avoir des doutes sur la déformation. Là, avec le Reface, très honnêtement, la déformation, elle est
quasiment nul parce que en fait, c'est des images qui se font de façon instantanée. Donc même lorsque le patient, on va lui demander de sourire et de garder son sourire, finalement, il va avoir tendance un petit peu à bouger et ça peut un peu fausser les choses. Et donc du coup, moi en tout cas, le fait d'avoir un face scan quasiment instantané, c'est-à-dire que en moins de 5 secondes, on réalise le cliché, ça permet déjà d'en faire plusieurs si on le souhaite, avec différentes situations du sourire. Et comme c'est très facile à utiliser, en fait, on l'utilise moi je l'utilise pour tous mes cas. Parce que C'est moins d'une seconde, hein, Marc, comment l'acquisition. ça? C'est moins d'une seconde Oui, c'est moins l'acquisition. d'une Donc, seconde, quand mais tu du disais, coup, on peut Ah multiplier oui, le oui. nombre de face scans. Et moi, je l'ai justement dans mon cabinet de consultation. Et ça m'arrive d'avoir mon associé ou des collaborateurs qui font des consultations sur ce bureau, dans ce cabinet. Et entre deux consultations, je peux voir le patient pour faire le face scan. Ça prend 5 secondes, quoi. après, Montre en plus main. l'acquisition est longue, plus on aura Plus on a de des informations. déformations. Et donc, du coup, comme on l'a et que c'est très facile à utiliser, on l'utilise beaucoup. Et en plus, c'est hyper précis, donc c'est sympa. Et ça permet aussi, on va parler de l'enregistrement dynamique de l'occlusion, on peut intégrer ce face scan dans le logiciel du Mojo Je pense pour que tu peux visualiser le enchaîner, visage je pense que et les tu peux dents. enchaîner sur ta Donc du présentation. coup, moi je vais vous parler du Mojo. Donc en tout cas, je remercie toute l'équipe de DigiSmile Design for Me de m'inviter pour ce webinar, ce deuxième webinar. Moi, je travaille sur Saint-Mandé, donc c'est juste à côté de Paris. J'ai une activité à Saint-Mandé en chirurgie orale. Donc là, c'est mon équipe de l'espace Foch à Saint-Mandé. On fait tout ce qui est chirurgie implantaire, chirurgie orale, parodontologie à Saint-Mandé. Moi, j'ai une activité exclusive en implantologie et je réalise beaucoup de réhabilitation complète sur implant, donc de patients qui viennent pour des extractions implantation immédiates ou des patients déjà édentés qu'on doit traiter. Et j'utilise le Mojo, donc le système d'enregistrement dynamique de l'occlusion, spécifiquement dans ces situations d'édentement complet. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir me voir à Saint-Mandé, avec plaisir. Vous pouvez me contacter par mail marcbaranes@gmail.com et puis ça sera avec plaisir que je vous recevrai au cabinet pour vous montrer un petit peu comment j'utilise l'ensemble de ces outils. Je vais vous parler d'une patiente que j'ai opérée en live chez Armic Minassian, qui est à Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon. Chaque année, je réalise une formation chez lui avec 2 jours live d'intervention en direct où on fait une chirurgie de All-on 4, All-on 6 maxillaire ou mandibulaire. Et donc là, cette année, c'était en juin, on a réalisé un All-on 4 maxillaire chez cette patiente. Et donc là, vous avez le bridge provisoire qui a cicatrisé. Et je vais vous montrer comment je vais utiliser le Mojo chez cette patiente-là. Donc, on a utilisé le Mojo pour réaliser la mise en charge immédiate. Et cette patiente, on va réaliser la prothèse d'usage et on va le faire en live au campus 3 ITI qui aura lieu le 10 et 11 novembre à mon cabinet sur Paris. Il reste encore 2 places, je vous en reparlerai à la fin. Mais si vous êtes intéressé, je pense que ça peut vous donner un petit, un bon détail de tout ce qu'on peut faire en numérique chez les dentés complets pour les réhabilitations fixes sur implant. Donc, on a cette patiente avec un All-on-4 qui a cicatrisé. Donc, on a 4 implants, on a 2 implants angulés typiques avec des piliers à rattrapage d'axe, des piliers anguliers postérieurs et des piliers droits en antérieur. Et donc, on va passer à l'étape de la réalisation de la prothèse d'usage. Et si vous voulez, moi, mon objectif principal, c'est que lorsque je vais voir le patient à ce contrôle et à ce premier rendez-vous, on va dire, pour la réalisation de la prothèse d'usage, l'idée, c'est de réaliser l'ensemble des enregistrements, que ce soit les photographies, le face scan, mais aussi les empreintes optiques, des implants. On va associer aussi la photogrammétrie pour les dentés complets, parce qu'on a trop de déformations pour l'empreinte optique chez les dentés complets. Et on va ajouter aussi l'enregistrement dynamique de l'occlusion. L'idée, c'est qu'en une seule séance, on va regrouper l'ensemble des informations qui va permettre au prothésiste qui va modéliser la future prothèse d'avoir l'ensemble des informations de façon instantanée. Et ensuite, on va avoir une séance
on va essayer ce nouveau montage et une séance pour positionner le bridge d'usage. Donc du coup, on optimise énormément le temps fauteuil, passer au fauteuil, et surtout, ça va permettre d'augmenter la reproductibilité en termes de résultats. Et que lorsqu'on commence à avoir plusieurs cas complets sur un plan, bah, c'est intéressant d'avoir cette reproductibilité-là et pas se retrouver avec 10 séances au fauteuil pour finalement positionner une prothèse d'usage. Donc, comme je vous l'avais dit, et puis comme l'a dit Olivier tout à l'heure, la porte d'entrée du numérique, c'est de l'empreinte optique. Et là, dans cette situation, on va réaliser l'empreinte optique. Là, j'ai réalisé l'empreinte avec une Trios, avec le bridge provisoire en place. Et moi, mon idée dans cette étape-là, c'est de fournir le maximum d'informations pour que, au niveau dynamique, au niveau mais aussi statique, le prothésiste ait toutes les infos pour pouvoir réaliser le design. Donc, je vais vous parler plus en détail de l'utilisation de l'enregistrement dynamique de l'occlusion avec le système Mojo, qui est un système français, c'est une innovation française, donc c'est bien de le rappeler. On est très fiers que ça soit français et qui va nous permettre d'enregistrer les mouvements de la mandibule du patient. Et une fois on va positionner un tracker à la mandibule, on va positionner donc un casque sur le patient, on va faire une calibration et ensuite on va pouvoir enregistrer l'ensemble des mouvements du patient, que ce soit l'ouverture, fermeture, propulsion, déduction. Et la question qu'on me pose souvent, c'est bah ouais, le Mojo, ok, c'est sympa, mais ça prend énormément de temps à mettre en place. Et là, la vidéo que je vais vous montrer, que je vais commenter, c'est une vidéo que je n'ai pas coupée. C'est la vidéo clinique que j'ai réalisée au fauteuil en live avec cette patiente-là. Et donc, vous voyez, la première étape, ça va être la calibration de ce masque avec un stylet. Donc, on a un stylet sur lequel on a des repères et on va calibrer le casque avec le stylet face à la caméra. La deuxième étape, ça va être la mise en place du capteur au niveau de la mandibule du patient. Donc, ce qui va être important, c'est que ce capteur doit être fixe à la mandibule. Évidemment, il ne faut pas que lors des mouvements, on ait comment dire, le capteur qui bouge, parce que sinon, ça va influer sur notre enregistrement. Et puis, donc, on va utiliser une petite fourchette en plastique qu'on va pouvoir retoucher en fonction de la taille de l'arcade du patient, en fonction de la forme de l'arcade du patient. Et on va utiliser un matériau dur. Donc là, c'est un silicone dur. C'est du Duroc qu'on va positionner sur cette fourchette qui a usage unique et qu'on va positionner dans la bouche du patient. Donc là, vous voyez, je positionne le matériau. On utilise un écarteur. On visualise l'occlusion. Donc, il ne faut pas que le matériau interfère avec l'arcade maxillaire, parce que sinon, on va avoir des interférences en occlusion. Et donc, du coup, le patient, il peut avoir un réflexe d'évitement et on ne va pas avoir enregistré les bons mouvements. On laisse en place cette fourchette et on va attendre la prise du matériau. Autre petit point, on a la possibilité, c'est une question aussi qui revient, on a la possibilité d'enregistrer les mouvements chez l'édenté complet avec une prothèse. Si vous avez une prothèse amovible complète, ce qu'on peut faire, c'est coller la prothèse amovible complète dans la bouche du patient et faire l'enregistrement. Une fois qu'on a réalisé ça, on va réaliser les mouvements d'ouverture et de fermeture. Là, ce n'est pas les mouvements d'ouverture et de fermeture, excusez-moi. On va donc là visualiser, donc on va réaliser le matching entre l'arcade mandibulaire et le système Mojo. Donc, on avait déterminé des points au niveau de notre Mojo, au niveau de l'écran, et on va réaliser l'alignement grâce à ce stylet entre les fichiers d'empreinte optique et les capteurs qui sont positionnés sur le patient. Ce qui va être primordial, c'est bien vérifier que les capteurs soient fixes sur la tête du patient et à la mandibule pendant tout l'enregistrement. Si le casque n'est pas fixe et qu'il bouge, bah là c'est foutu, parce que tout l'enregistrement va être faussé. Une fois qu'on a réalisé donc cette fixation et cette calibration, on va déterminer l'ensemble des mouvements que l'on souhaite enregistrer chez ce patient-là. Et on va avoir toute une séquence qu'on va enregistrer. Donc là, on va enregistrer l'ouverture, la fermeture. Donc là, c'est une séquence, je vais enregistrer la propulsion. Donc je vais demander à la patiente de pro-glisser en conservant des contacts. À chaque fois qu'on enregistre un nouveau mouvement, il faut absolument que le patient soit dans la position d'occlusion qu'on a enregistrée avec l'empreinte optique pour avoir une bonne position de départ.
Et on peut enregistrer comme ça l'ensemble des mouvements, ouverture, fermeture, propulsion, diduction droite, diduction gauche. Et l'ensemble de ces enregistrements dynamiques, on va pouvoir les transférer au prothésiste pour qu'il puisse réaliser la modélisation de la future prothèse en intégrant ces mouvements, en vérifiant les contacts et aussi en ayant les informations sur les pentes condyliennes, sur les reliefs cuspidiens de la patiente. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que depuis que j'utilise le système Mojo, lorsque je vais réaliser des mises en charge immédiates ou même pour la prothèse d'usage chez les dentés complets, on a une grande reproductibilité de l'occlusion. Alors, c'est jamais parfait, mais on est quand même très proche de la réalité et ça nous permet d'avoir des réglages occlusaux qui soient quand même minimes le jour de la mise en place des prothèses par rapport à, on va dire, un réglage de l'occlusion de façon un petit peu aléatoire avec un articulateur traditionnel ou avec un articulateur virtuel. Donc là, vous avez vu, j'ai fait la relation centrée. Là, je vais faire parler la patiente. On peut aussi enregistrer la phonation pour bien vérifier que on a cet espace libre pour la phonation. Donc, on va faire parler la patiente et faire compter la patiente 60, 61, 62 jusqu'à 70 pour vérifier que on n'ait pas de contact en fait interférent. On va pouvoir aussi jouer la mastication, donc on peut même éventuellement mettre un aliment en bouche, mais qui ne colle pas évidemment, parce que sinon ça va décrocher la fourchette. Et on va transférer l'ensemble de ces données au prothésiste. C'était la fin de ma vidéo. Voilà, on va intégrer ça. Je vais vous montrer en fait. Donc, on va intégrer tous ces mouvements et on va l'envoyer au prothésiste. Je vais vous faire juste après la prochaine diapo, je vais vous montrer en live sur le logiciel comment on le visualise pour cette patiente-là. Mais je voulais vous dire quand même un petit mot. C'est un patient que j'ai opéré, c'était il y a 2 ans à l'IFSIA chez Adi Antoun pour la formation IFSIA. Et chez ce patient-là, très typiquement, en fait, lorsqu'on fait de la mise en charge immédiate et qu'on part d'une situation initiale qui est un petit peu souvent catastrophique, avec des dents qui sont égressées, une arcade mandibulaire qui n'est pas forcément bien équilibrée, on va enregistrer des mouvements de déduction, mais qu'on ne va pas reproduire. Et donc, on va être obligé de transférer ces données sur un articulateur virtuel pour redonner une déduction droite-gauche, des mouvements qui soient cohérents et qui ne prennent pas en charge les problèmes d'égression ou des problèmes d'interférence qu'on avait au moment initial, au moment de l'enregistrement. Et l'intérêt du Mojo, c'est que lorsqu'on va faire cet enregistrement, on va pouvoir transférer les données du positionnement des fichiers STL avec l'axe bicondylien. Et donc, du coup, on va pouvoir transférer sur un articulateur virtuel ces fichiers STL de façon fiable sur l'articulateur virtuel et pouvoir régler de façon fiable cet articulateur virtuel. Le deuxième intérêt, et c'était l'intérêt pour ce cas-là, c'est lorsqu'on va réaliser des augmentations de dimension verticale, on va pouvoir gérer justement donc cette augmentation de dimension verticale, mais avec l'ouverture réelle du patient et pas un mouvement de rotation pure. Et donc, on va prendre en charge l'anatomie, la physiologie du patient pour ces augmentations de DV. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, je vais arrêter mon diaporama et je vais vous montrer. Donc, j'arrête juste 2 minutes le partage et je vais vous montrer la réalité sur le logiciel de planification. Juste 2 minutes, je le mets en route. Francesco, toi, ton retour sur le Mojo, justement. Et du coup, comme tu disais, grâce au mouvement enregistré, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut éliminer beaucoup d'interférences qui font que après la prothèse, elle est durable dans le temps, surtout dans les mises en charge immédiates. C'est intéressant d'en avoir pas beaucoup d'interférences pour pas casser le PMMA, puisque si on casse le PMMA, on Ouais. perd les implants. Après, c'est vrai Donc, que moi, lorsque j'utilisais pas justement cet enregistrement dynamique, on avait tendance, lorsqu'on réalisait les prothèses de mise en charge immédiate, d'avoir des reliefs qui étaient très plats. Volontairement, comme on voulait pas avoir trop d'interférences en oui, c'est ça. déduction, en propulsion, ce qu'on faisait, ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait, c'était des contacts répartis en occlusion et quasiment pas de relief cuspidien par peur justement d'entraîner des dysfonctions, parce que c'est quand même très difficile
lorsqu'on le fait en méthode, on va dire, traditionnelle d'enregistrement du rapport intermaxillaire de façon complètement conventionnelle, on avait cette difficulté-là. Et lorsqu'on réalise les prothèses de mise en charge immédiate, on avait en fait, on n'avait quasiment pas de cuspide, on mettait tout à plat au niveau des molaires pour avoir des contacts répartis en occlusion et qu'on ait un glissement, on va dire, régulier des dents. Et avec justement la précision de cet enregistrement, ça permet de redonner du volume au niveau cuspidien, d'être plus confortable avec ça et de pouvoir régler ces propulsions, ces déductions, Exactement. cette occlusion dynamique. Et c'était un petit peu ce qui nous manquait. Et lorsqu'aujourd'hui on réalise des mises en charge immédiates, véritablement on garde ces reliefs cuspidiens qui vont permettre de verrouiller Avoir une l'occlusion, fonction. Mm. d'avoir une fonction et surtout d'avoir une position, une OIM qui soit stable. Parce que le souci, c'est que lorsque le patient n'a pas une occlusion qui est stable, c'est le début des problèmes parce qu'il va commencer, il va être inconfortable, ça peut entraîner des problèmes articulaires. Et donc là, en plus, on a la possibilité d'utiliser de façon fiable la relation centrée pour pouvoir mettre dans une occlusion et dans un rapport anatomique plutôt favorable au niveau des articulations le patient et de respecter cette dimension verticale d'occlusion. Donc moi, là, ce que je vais vous montrer avant de terminer, c'est donc je vais vous partager mon écran sur le logiciel du Mojo. Et vous voyez, j'ai intégré donc le face scan de la patiente et on visualise, si j'y arrive, voilà, on peut tourner donc cette image-là, ok, l'image du face scan avec les dents. Et on a tous les mouvements qu'on a enregistrés. Et donc, par exemple, là, je vais sélectionner l'ouverture, la fermeture. Donc là, vous voyez, hop, ouverture, fermeture. Je vais pouvoir, Ce qui est intéressant, c'est de voir le graphique à côté. Le graphique voilà. peut nous indiquer en fait les pathologies, en tout cas peut nous indiquer des bruits dans le mouvement. Là, vous voyez, c'est un mouvement assez, bon, c'est l'ouverture-fermeture, mais c'est Assez assez propre rectiligne. et c'est centré. Parce que On parfois, a la possibilité aussi de visualiser, mais ça, on le voit aussi sur l'Exocad, ouais, c'est comment dire, la chronologie des points de contact. Vous voyez, on le voit qui arrivent, donc les points de contact, la chronologie de ces points de contact je et me plais. l'intensité de ces points de contact. Donc on a des points de contact qui sont plutôt réguliers. Ce qu'on peut par exemple voir au niveau de la protrusion, justement, je me remets sur un axe normal. On va jouer, donc, hop, je vais y arriver. On va jouer la propulsion chez cette patiente. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir garder, si on a un guide antérieur qui est efficace, on va pouvoir conserver ce guide efficace, ce guide antérieur efficace. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de la méthode conventionnelle avec l'articulateur et la table incisive qui va être individualisée avec de la résine, avec la tige incisive. Tu te rappelles de ça, Olivier, ou pas? Voilà, les souvenirs. Avec la tige incisive, donc en fait, on positionnait le bridge provisoire ou l'empreinte avec le bridge provisoire sur l'articulateur physique. On positionnait de la résine au niveau de la table, du socle de la table incisive. On faisait jouer le mouvement en débloquant les boîtiers condyliens pour enregistrer sur la résine le mouvement de cette tige incisive et pour enregistrer la pente incisive. Et ensuite, donc on pouvait individualiser cette table incisive. Aujourd'hui, on a en fait tous les éléments pour pouvoir le transférer, l'enregistrer de façon fiable, parce que là, on n'est plus sur un mouvement d'articulateur, on est sur le mouvement réel du patient, et de pouvoir en instantané donner ces informations-là au prothésiste, et c'est quand même un gain qui est énorme. Je vous montre aussi, on peut Comme réaliser tu disais, par rapport à l'articulateur virtuel, par rapport à l'articulateur physique, c'est qu'on aurait un mouvement droit, là où totalement rectiligne, et là, on voit qu'il n'est pas rectiligne. il n'est pas rectiligne. Et puis sur l'articulateur traditionnel, on va pas pouvoir enregistrer le mouvement de mastication. Donc là, on a les entrées de cycle, les fins de cycle. Ça va nous aider et ça va aider le prothésiste à modéliser, à donner la bonne angulation au niveau des pentes cuspidiennes pour qu'il y ait une mastication efficace et une répartition des contraintes qui soit optimisée. Donc aujourd'hui, l'utilisation du Mojo, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel.
je dois l'avouer, et je l'utilise systématiquement Là, dans tu ces as cas-là. enregistré tes mouvements, tu as fait tout ça, mais les gens qui nous regardent, ils peuvent dire, ah oui, mais est-ce que mon laboratoire, comment il peut interpréter ces données-là? Est-ce que tout le monde peut interpréter ces données? Alors, il y a plusieurs points. La première chose, c'est que lorsqu'on va utiliser le Mojo, on va avoir la possibilité d'envoyer au prothésiste un seul fichier qui va contenir l'ensemble des informations. Non seulement les fichiers qu'on a intégrés, donc les fichiers PLY ou SL de l'empreinte optique, on va pouvoir y associer le FaceScan ou éventuellement d'autres fichiers, si on le souhaite, qu'on avait déjà intégrés au Mojo. Et l'ensemble des mouvements qu'on a enregistrés, on va les envoyer au prothésiste, mais via un seul fichier, comme un fichier zip, si vous voulez, avec un package. Et tout ce package est dans les mêmes coordonnées de l'espace, et le prothésiste va pouvoir l'utiliser et l'intégrer sur Exocad. Ensuite, c'est, comme tu disais, Olivier, c'est l'utilisation de ces données. Forcément, pour pouvoir utiliser ces données, il faut que le prothésiste il ait un module spécifique sur Exocad ou sur le Denta System qui va lui permettre de jouer ses mouvements. Parce que sur la licence traditionnelle, on ne va pas pouvoir jouer ces mouvements. Donc, il faut une licence spécifique, mais surtout, il faut que le prothésiste il ait une formation spécifique. Et il me semble que Mojo fait Bien sûr. énormément de formations auprès des Oui, sur prothésistes. Lyon, ils font beaucoup de Voilà. ça. Parce que c'est pas le tout d'avoir cet enregistrement, c'est qu'il faut savoir l'analyser et l'utiliser dans l'objectif final de la modélisation. Et donc ça, c'est aussi tout un travail parce que moi, je travaille avec Design for Me, comme tout le monde le sait, avec la plateforme d'Olivier. Et lorsque je vais transférer mes informations, moi, je vais pas me prendre la tête, entre guillemets, je vais envoyer mes informations brutes. Ensuite, ces informations brutes du Mojo, elles vont être retravaillées par les prothésistes qui ont une réelle expertise avec l'enregistrement de ces mouvements pour pouvoir sélectionner exactement les phases et les mouvements déterminer, parce qu'il faut supprimer tous les mouvements parasites et vraiment se limiter aux mouvements reproductibles du patient pour pouvoir les utiliser pour faire la modélisation. Et ensuite, les utiliser à bon escient pour faire cette modélisation. Et ensuite, ce qu'on fait quasiment systématiquement, c'est qu'on va imprimer une maquette issue de cette modélisation idéale du prix d'usage. Cette maquette va être imprimée, elle va être positionnée en bouche et on va pouvoir valider l'occlusion en statique, en dynamique, directement au fauteuil. Si on a des retouches à faire, on peut les faire directement sur la maquette imprimée, que ça soit en soustraction, en fraisant la maquette, que ça soit en addition, en ajoutant du composite éventuellement. Et une fois qu'on va avoir notre occlusion idéale en bouche, et ben, soit on reprend une empreinte optique et on transfère au prothésiste et il va faire les modifications en soustractif, en additif, soit on prend la maquette et on l'envoie à un prothésiste qui va numériser cette maquette et ensuite va l'intégrer dans son flux, faire les modifications et ensuite lancer la réalisation de la prothèse d'usage. Ok. Ce que je retiens vraiment en 2 secondes, c'est que pour bien se servir de cette machine, le Mojo, il y a l'acquisition qui est importante. Comme tu disais, si ça bouge, Oui, bah, tout est faux. Et moi, ce que j'entends avec Francesco des fois, c'est qu'on a des fichiers qui arrivent et ils me disent c'est pas utilisable, les données, elles servent à rien. Donc, mm. le mec, il va passer du temps, mais s'il n'a pas été rigoureux dans son enregistrement, ça peut des fois servir à rien. Donc, il y a la partie acquisition et il y a la partie réalisation qu'il faut des gens compétents pour utiliser ces données. Donc, doivent être formés par les équipes Mojo, les laboratoires, pour utiliser ces données. Et après, ce qui est important aussi à prendre en compte pour le Mojo, c'est que l'enregistrement de l'occlusion avec la caméra. Donc, on va Caméra. réaliser l'empreinte optique du haut et du bas et on va enregistrer l'occlusion avec la caméra d'empreinte optique. Et c'est cette occlusion qui va être utilisée par le Mojo. On ne va pas avoir la possibilité de modifier cette occlusion. Donc, c'est très important d'avoir une occlusion qui soit fiable, sans interpénétration, parce que sinon, on va fausser. On va tout fausser. C'est-à-dire que lorsqu'on va intégrer les fichiers dans le Mojo, lui, il va penser qu'il y a des interpénétrations, alors qu'en fait, dans la bouche du patient, il n'y en a pas. Et lorsqu'on va faire notre enregistrement, tout va être faux. Après, ça, c'est une règle, je pense. Tu en as l'expérience aussi. Ouais. Tout le monde en a l'expérience lorsqu'on utilise le numérique. Le numérique, c'est pas magique. Il faut savoir utiliser les outils. Il faut connaître les modes d'emploi. Il faut avoir
certaine expérience et une courbe d'apprentissage et une excessive rigueur dans l'utilisation de ces outils. Il ne faut pas penser que c'est magique et que ça fait tout. C'est un outil. Ça permet justement de s'améliorer, de voir autre chose, d'augmenter sa reproductibilité, mais c'est pas Francisco, magique. toi, les retours d'erreurs que tu as sur les fichiers Mojo qui t'arrivent, c'est quoi en général les erreurs Ben, en effet, les- les erreurs, c'est comme disait Marc, peuvent être déjà dès le début avec une fausse occlusion enregistrée avec l'empreinte optique. Et puis, entre-temps, du coup, ça engendre des fausses données, mais sur laquelle on peut récupérer quand même des données intéressantes comme les pentes condyliennes ou les propulsions, etc. Donc, on arrive quand même à en sortir des données intéressantes pour équilibrer notre articulateur virtuel sur Exocad. Ou Ok. sinon, c'est toujours Marc, en fait, il faut bien le fixer. Il faut bien fixer les objets pour pas que ça bouge. Parce que sinon, après, on aura des interférences dans le logiciel Mojo. Voilà. D'accord. C'est les deux, c'est Ok. les deux, voilà, problématiques.